Alors, bonjour à tous pour ce cours du vendredi 1er mai, d'accord. Je vous propose ici de continuer le cours de mécanique du solide, d'accord. Alors, comme il n'y aura probablement pas de cours, je pense, à confirmer en direct, en live ce vendredi 1er mai, vous aurez évidemment le temps de visionner cette vidéo, d'accord, durant le week-end, le vendredi même, jour de la fête du travail, le samedi ou le dimanche ou même le lundi dans la soirée. D'accord. Donc je poste quand même la vidéo, faisant comme si voilà, il y avait effectivement cours le vendredi. Alors, on continue l'étude en mécanique du solide. Je vous rappelle, donc ça c'était le cours de jeudi matin, de la veille, a priori au matin. L'étude du pendule pesant, d'accord. L'étude du pendule pesant, je vous rappelle, c'est un solide, un déformable, en rotation autour d'un axe fixe qui ne passe pas par le centre de masse G, ici, d'accord. Ici, voilà, pour mettre en équation ici le mouvement, rappelez-vous, il faut, après avoir effectué un bilan des actions mécaniques extérieures, ici appliquer le TMC scalaire. Donc là, la nouveauté également pour vous, c'est la liaison pivot parfaite qui va occasionner ici un couple gamma qui est égal à 0. La loi du théorème du moment cinétique scalaire permet d'affirmer que J delta θ point point égale moins mg sin θ. Donc voici l'équation différentielle non linéaire d'ordre 2 caractéristique d'un pendule pesant. D'accord. On s'était ensuite attardé à la linéarisation autour des faibles oscillations ici autour de la position d'équilibre stable. D'accord, voilà. Donc ça classique, pas trop compliqué. Et surtout, on va revenir sur quelque chose aujourd'hui, sur l'intégrale première du mouvement pour un autre système. À la mesure ici, on avait multiplié l'équation du mouvement ici par θ point avant d'intégrer. Ça permettait de mettre en évidence ici la conservation de l'énergie mécanique, d'accord. Là, il apparaissait l'énergie cinétique de rotation, 1 demi de J θ point carré, et là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, en moins mg cos θ. Pour trouver le fait que la somme de l'énergie cinétique de rotation et de l'énergie potentielle de pesanteur est constante, ça définit l'intégrale première du mouvement. D'accord. Et ensuite, on avait également analysé le portrait de phase de ce pendule pesant pour différentes conditions initiales. D'accord, le voici. Bien, donc on continue le cours, toujours sur un dispositif classique d'études en mécanique du solide, c'est le pendule de torsion. D'accord. Donc on y va, c'est le grand 3. Donc le grand 3 de ce chapitre, ici. Voilà, tout le monde voit, très bien. Donc étude, voilà, du pendule de torsion. Voilà. Alors, ce pendule de torsion, ne pas confondre avec le pendule pesant, il a une importance historique, ici, relativement importante, puisque ce pendule de torsion a permis, ici, d'effectuer la première mesure, de la constante de gravitation universelle. D'accord. Donc ça, on va le noter. Voilà. Première mesure. Donc ce pendule de torsion a permis d'effectuer la première mesure de la constante de gravitation ici universelle. Ici, le grand G. Alors, je vais le noter en dessous, parce que je vais mettre la valeur. Donc estimé à l'époque, donc à l'époque on est en 1798, donc estimé à 6,90 10 puissance moins 11 newton, donc mètre carré, kilogramme moins 2. D'accord. Donc cette mesure a été réalisée par le physicien Henry Cavendish. En 1798, avec une précision relative de 1%. Voilà. D'accord. Voilà. En guise d'introduction, le schéma du montage, ensuite que je vous propose. Donc schéma du montage classiquement, habituellement il est donné dans l'énoncé. Je vous propose de définir ici, voilà, le pendule de torsion qui lui aura une définition un peu plus stricte qu'un pendule pesant. Un pendule de torsion, on va noter en rouge en définition, est constitué d'une barre horizontale. Donc il est constitué d'une barre horizontale, d'accord,
de masse négligeable. De masse négligeable. Et je prends dans ce cours une longueur 2L. Et de longueur 2L suspendue. Donc cette barre horizontale est suspendue en son centre de masse G. En son centre de masse G. À un fil de torsion, d'où le nom, pendule de torsion. À un fil de torsion qui lui sera vertical. Et ce fil de torsion est caractérisé par une constante de torsion. C'est strictement positif. On va ajouter à la barre, il faut savoir que on ajoute à la barre horizontale, on ajoute à la barre deux masses identiques. Deux masses identiques placées symétriquement par rapport, donc placées symétriquement par rapport au centre de masse G. Donc on ajoute à la barre deux masses identiques placées symétriquement par rapport au centre de masse G, et ces deux masses identiques, d'accord, elles sont au point M1 et M2. Voilà. Alors, on y va. On va faire le schéma du montage. Alors, le fil de torsion sera solidaire hein, d'un bâti supérieur-inférieur. On fixe hein, le fil de torsion. Voilà, je pense que vous voyez. Donc, on va fixer le fil de torsion vertical comme ceci. Donc, on fait apparaître ici, voilà, au milieu, le fil de torsion. Ici. Est-ce que j'ai un crayon de bois là? Ouais, donc là, ça, c'est le fil de torsion. D'accord? Et en fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura la barre, ici, cette barre horizontale, d'accord? Une barre horizontale, donc moi je vais deux masses identiques, et qui sera suspendue sur son centre de masse G. Donc je vais faire apparaître, vous voyez, par exemple ici, donc je vais prendre, allez, 2,5, 10 et 2. Voilà. Donc cette barre horizontale, suspendue à son centre de masse G, d'accord, un fil de torsion, d'accord, vertical. Cette barre est horizontale. Et ici, vous voyez, on va ajouter des masses. On va ajouter deux masses, ici, M1 et M2 aux extrémités. D'accord. Donc on va ajouter ici les masses. Voilà. Une masse M1, ici, au point M1, pardon. Une deuxième masse au point M2. Sachant que la barre ici est de longueur 2L. Donc j'ai une longueur L de M1 à G, une longueur L de G à M2 également. D'accord. Voilà. Et en fait, cette barre reste horizontale, le fil de torsion reste vertical, et l'ensemble, enfin la barre et les masses est en rotation autour de l'axe vertical. En fait, elle est en rotation autour de l'axe matérialisé par le fil de torsion. C'est-à-dire que l'axe de rotation est confondu avec le fil de torsion. Donc je peux représenter ici, voilà, l'axe de rotation delta, une origine O, un vecteur unitaire delta ici, d'accord? Voilà. Et l'ensemble est en rotation ici autour, enfin l'ensemble. Ce qui est en vert, c'est le système en fait. Le système étudié, ça sera la barre horizontale, les deux masses en rotation autour de l'axe delta, fixe orienté. Donc c'est l'axe du fil de torsion. Et en fait, on va repérer la position angulaire de la barre par un angle, et cet angle θ, il est là. C'est-à-dire qu'on suppose que le mouvement est plan, il a lieu dans le plan x ou y, et l'angle θ va repérer voilà, l'écart angulaire à la position d'équilibre stable, θ égale 0. θ égale 0 correspondrait à une barre ici, dans ce cas-là. Ici, donc c'est une vue de face, hein, un peu décalée, où la barre soit horizontale. D'accord. Voilà. Donc ça, on va le noter juste à côté. On repère la position de la barre par l'angle θ de t. Ouais.
On rajoute également le fait que le fil de torsion reste vertical. Voilà. Et la barre, ainsi que les deux masses, tournent autour du fil tout en restant dans le plan horizontal. Alors si je prends l'axe OZ comme étant l'axe de rotation delta, le plan horizontal, ça sera le plan X, O, Y. Donc je précise, donc je ne peux pas figurer ce plan X, O, Y sur le schéma pour ne pas le surcharger, mais vous voyez très bien où il est. D'accord? Bon, alors ensuite, question classique, établir, pardon, après schéma du montage, je vais réécrire schéma du montage, mais non, c'est établir l'équation du mouvement, donc deuxième temps, équation du mouvement. Alors cette équation du mouvement, voilà, ici, le système considéré, je vous l'ai dit, c'est, attention ici, la définition du système, c'est la barre horizontale plus les deux masses. Donc ça, c'est assimilé à un solide homogène, indéformable, en rotation autour de l'axe fixe delta, en rotation, c'est en rotation, autour de l'axe fixe OZ, qui est en fait l'axe delta. Donc bien sûr, l'équation de mouvement, vous le savez, tout comme le pendule pesant, elle va s'obtenir par application du théorème du moment cinétique scalaire. Là, il faut avant toute chose déterminer le moment d'inertie. Ouais. Donc le moment d'inertie du système étudié, barre plus de masse. Qu'est-ce qu'il vaut ce moment d'inertie du système? Donc là, on peut l'évaluer. Donc on va noter ici, j'aurai de la place, J delta. Donc J delta sera le moment d'inertie total de la barre et des deux masses. Par définition, c'est somme sur I, alors de 1 à n, des MI, RI carré. D'accord? Où MI est la base du point MI, RI étant sa distance à l'axe de rotation. D'accord? Donc RI c'est HIMI, sachant que vous avez grand N points matériels. Bon, alors c'est pas si simple que ça. En fait, cette somme sur I, ça, on peut dire également que ça c'est le J delta de quoi? De la barre, plus en fait le J delta des deux masses. Donc c'est 2 fois J delta d'une masse. D'accord? Sauf que la barre, par définition, dans ce pendule de torsion, la barre est de masse négligeable, donc son moment d'inertie l'est également. Le J delta des deux masses, alors là, on peut reprendre la définition, en somme sur I des MI et RI carré, qu'est-ce que l'on a? On a une masse en M1. Une masse en M1, située à quelle distance? RI de l'axe de rotation. La masse M placée au point M1 est à distance L de l'axe de rotation. Donc on a une première contribution en ml carré pour cette masse ici. Pour la deuxième masse passant en M2, la contribution, quelle est sa contribution? C'est la masse M fois la distance à l'axe de rotation au carré, plus ml carré. Donc on a 2 ml carré. D'accord? Voilà. Donc ça, on le garde, c'est très important. Moment d'inertie ici du pendule de torsion compte tenu de la masse négligeable de la barre. Je vais peut-être préciser, j'ai dit à l'oral, ici où, ici, l'on a deux masses ponctuelles, petit m, situées à une distance, on va dire L, de l'axe de rotation delta. D'accord? Voilà. Bon. Ensuite, le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, le bilan des actions mécaniques ici extérieures. On reprend ici, bon, le même bilan que pour un pendule pesant, du moins pour le début, surtout pour le poids. Je vais reprendre la même phrase, pardon. Le poids P, j'avais noté comment, s'applique au centre de masse G,
et de moment résultant par rapport à l'axe de rotation nul. Oui. Pourquoi? Puisqu'en fait, le poids, ici, s'applique au point G, et le fil de torsion, qui est l'axe de rotation, passe par le point G. Donc le moment du poids est nul. Donc, voilà. Alors, vous pouvez dire directement égal à 0, hein, directement car le poids s'applique en G. D'accord? Et surtout, ici, le fil de torsion passe par le point G. Ou autre argument, si vous voulez vous rassurer, vous faites ça. OG vectoriel P scalaire delta, avec le produit mixte. Et surtout, il apparaît OG vectoriel, alors le poids P, hein, la force, masse totale du solide, fois G fois E delta. Et là, on a un produit vectoriel entre deux vecteurs collinéaires. Donc ça me donne bien le scalaire 0 pour le moment, scalaire du poids par rapport à l'axe delta. Ensuite, dans ce problème, voilà, dans ce cours, on va négliger les frottements fluides exercés par l'air sur le système. Donc frottement fluide négligé. Sinon, si l'énoncé impose ici des frottements fluides, il devrait vous donner a priori un couple résistant, gamma F, des forces de frottement fluide, en moins alpha θ point, d'accord, avec alpha strictement positif. Donc soit sous forme scalaire, soit bien sous forme vectorielle, c'est équivalent, mais on met un vecteur, voilà, et on met ici E delta ici. D'accord? Voilà. Ensuite, la liaison pivot, ici, supposée parfaite. Pareil, auquel cas on introduit un couple résistant, d'accord? Liaison pivot parfaite, on avait déjà vu ça ensemble en cours. Entre l'axe ici delta et la barre horizontale. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que là, pareil, hein, le couple, voilà, gamma est égal à 0. Et nouveauté pour vous aujourd'hui, qui dit pendule de torsion, dit fil de torsion. Et ce fil de torsion, en fait, il a un rôle bien particulier. En effet, dès que vous écartez le système barre plus masse de sa position d'équilibre stable θ égale à 0, le fil de torsion va exercer sur le système envers un couple de rappel, d'accord, vers la position d'équilibre stable. Et ce couple de rappel est d'autant plus important que la déformation angulaire θ imposée l'est également. C'est-à-dire que voilà, lorsque j'écarte le point de torsion de sa position d'équilibre stable θ égale à 0, j'exerce en fait un couple de force, comme ceci. J'exerce un couple de force. Et le fil de torsion va s'opposer à cette déformation et va imposer, d'accord, va induire un couple de rappel vers la position d'équilibre stable qui est d'autant plus important que la déformation angulaire l'est également. Et en fait, ça vous fait rappeler, ça doit vous faire penser à la loi de Hooke, hein, d'accord, la force de rappel vers la position d'équilibre stable. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est un système en rotation. Donc là, on peut noter, par contre, on va le noter en rouge, c'est très important. Donc la nouveauté ici, par rapport à ce pendule torsion, c'est la seule difficulté, on va dire, lorsqu'on écarte ici le système. Alors le système barre plus de masse. Barre plus de masse. De sa position d'équilibre stable, θ égale à 0. De sa position d'équilibre stable, θ égale à 0. Le fil de torsion exerce sur la barre, bon, sur le système étudié en fait, barre plus de masse, donc exerce sur la barre, un couple de rappel. Donc on a un couple de rappel. Alors couple de rappel vers la position d'équilibre stable. D'accord? Tel que quoi? Bah, ce couple de rappel, d'accord? Gamma R, R pour rappel. Je vais mettre un moins, oui, moins C, θ de t.
Voilà. Avec C, la constante de torsion, strictement positive. Alors, quelle unité? Un couple Newton-mètre par radian. On divise par θ. D'accord? Exprime en radian. Ok, donc ça, c'est analogue à la loi de Hooke, qui, je vous rappelle, introduit une force de rappel qui s'oppose à la déformation. Oui, elle s'oppose à la déformation. On s'oppose à la déformation imposée en moins k, longueur instantanée, moins longueur à vide, vecteur unitaire UOM. D'accord? Voilà. Alors, on peut également noter, là c'est une notation scalaire, un couple de rappel, comme j'ai fait tout à l'heure, adopter une notation vectorielle. Donc si on met un vecteur sous couple de rappel, on met E delta ici. E delta c'est EZ. D'accord? Le bilan des actions mécaniques extérieures semble être complet. On peut appliquer le théorème du moment cinétique scalaire au système étudié dans le référentiel d'études supposées galiléen. Là, pareil, on y va. Hop. Somme sur I. N delta. Alors, j'ai mis force extérieure. Bon, j'ai mis l'indice I. Voilà. Et ça, c'est, bien sûr, ça, pardon, j'ai oublié, c'est J delta. Θ point point. Donc J delta, θ point point, somme sur I des moments scalaires des forces s'appliquant en chaque point mi du solide indéformable. Ici, qu'est-ce que l'on a? Bon, c'est simple. On aura J delta, θ point point. Somme sur I des moments scalaires. Bah, il se réduit à quoi? Il se réduit à moins Cθ. Hein. Hop, facile. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer ça à gauche, on disparaît J delta, c'est terminé. Donc θ point point plus C sur J delta θ de t égale à 0. Avec, si on pose oméga 0 carré égale C sur J delta, d'accord, le carré de la pulsation propre, ici on retrouve quoi? Bon, on retrouve le del d'ordre 2. Équation différentielle linéaire d'ordre 2, ici caractéristique, car j'ai plus de place. Caractéristique, il manque QUE, d'accord, bon, ça ira, de l'oscillateur harmonique. Donc, caractéristique de l'oscillateur harmonique. Ouais. Et on retrouve à θ point point plus oméga 0 carré θ égale à 0. Donc θ point point plus oméga 0 carré θ ici égale à 0. Donc ça c'est bien cohérent avec l'absence totale de frottement sec, liaison pivot parfaite, fluide, il n'y en a pas. D'accord? Voilà. Très simple. Donc il n'y a même pas besoin de linéariser. Hein. Contrairement au pendule pesant, on va linéariser autour de la position d'équilibre stable. Là, il n'y en a même pas besoin. D'accord? C'est tout de suite linéaire. La solution, ici, la solution θ de t. Et alors ici, la solution θ de t sera en A cos oméga 0t plus B sin oméga 0t. A et B, deux constants d'intégration qu'on détermine grâce aux deux conditions initiales. Position et vitesse angulaire à t égale à 0. Donc on aura donc des oscillations qui seront harmoniques, hein, purement sinusoïdales, aussi bien pour les petites et les grandes oscillations. Donc on aura des oscillations harmoniques, c'est-à-dire sinusoïdales, pour de petites et de grandes, ici, oscillations autour de la position, ici, d'équilibre stable. Θ égale à 0. Donc, oscillation harmonique. D'accord? Oscillation harmonique, je note en dessous deux périodes propres. T0 égale 2pi sur oméga 0. Oméga 0, il est où? C'est racine de C sur J delta. Donc T0, ça donnera 2pi racine de
J delta sur C. Voilà. Période propre des oscillations purement sinusoïdales. Et là, on remarque la relation de proportionnalité entre T0 et la racine de J delta. Et cette relation de proportionnalité permet d'estimer la constante de torsion. Ouais. Donc ça, on va le noter. Relation de proportionnalité, d'accord, entre T0 et la racine de J delta, d'accord. Ça permet d'estimer, alors estimer, d'accord, estimer la constante de torsion C. D'accord. Voilà. Alors, oui, vous allez me dire comment on fait. T0, bon, ça se mesure, hein, ici, aux instituts de mesure près. J delta, ouais, donc il faudrait faire varier un paramètre expérimental, le moment d'inertie. Comment le faire varier? Si on regarde le schéma du montage, faire varier J delta revient à faire varier la position des masses au point M1 et M2, par exemple, à les rapprocher ou à les éloigner de l'axe de rotation. En les rapprochant ou en les éloignant de l'axe de rotation, on va ici augmenter ou diminuer le moment d'inertie. D'accord? Voilà. Bon, alors là, modèle de l'oscillateur harmonique, hein, pas de frottement. Donc là, c'est l'occasion de mettre en évidence, comme on l'a fait pour le pendule pesant, l'intégrale première du mouvement. Donc troisième temps sur l'étude du pendule de torsion, c'est de mettre en évidence, d'accord, de manière indirecte, l'intégrale première du mouvement. D'accord, parce que pour l'instant, a priori, vous ne savez pas, vous ne savez pas encore que l'énergie cinétique de rotation d'un solide, c'est 1,5 de J θ point carré. Vous ne le savez pas encore officiellement. Ça arrivera dans 5 minutes. Là, ce que vous faites, vous multipliez l'équation du mouvement. Alors, cette équation de mouvement, c'est quoi? C'est J delta θ point point égale moins C θ par, je vous rappelle, θ point. On multiplie par θ point avant d'intégrer. D'accord? Avant d'intégrer. C'est-à-dire que on aura θ point. Ici, on aura J delta θ point point. Et à gauche, moins C θ, j'ai oublié les dépenses temporelles. θ point. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer ça à gauche. Donc, on ordonne J delta θ point, plus, je passe à gauche, donc je mets un plus, pardon, plus C θ point égale à 0. On fait comme hier matin, on fait apparaître des dérivées temporelles. Ben, ce terme en J delta θ point n'est autre que la dérivée temporelle de 1,5 de J delta θ point carré. U puissance n, de 2 sorts, U prime θ point, U puissance n moins 1, θ point. Donc 1,5 fois 2 fois J delta θ point, on retrouve bien ce terme-là. Le terme ici complémentaire en C θ point, bah ça c'est la dérivée temporelle de 1,5 de C θ carré. Alors pareil, dépendance temporelle ici, voilà, et ici. D'accord, le tout égal à 0. D'accord, pareil, hein. Attention, il n'y a pas de point là, il n'y a pas de point sur le θ carré, c'est 1,5 de C θ carré. D'accord. L'opérateur dérivée temporelle étant linéaire, c'est la dérivée temporelle de 1,5 de J delta θ point carré plus 1,5 de C θ carré qui est égal à 0 quel que soit t, c'est-à-dire que la somme des deux termes est constante à tout instant. C'est-à-dire que la relation est instantanée, ici à tout instant, 1,5 de J delta θ point carré plus 1,5 de C θ carré, d'accord, ça va, est égal à une constante. Cette constante se détermine grâce aux conditions initiales. La condition, c'est-à-dire que la constante, finalement, je ne l'ai pas noté hier matin, mais en fait, ça c'est quoi? Bah, ça c'est 1,5 de J delta θ point carré pris en 0 plus 1,5 de C θ carré pris en 0. D'accord? Voilà. Ça c'est ma constante. La constante, ça vaut ça. Donc, il suffit de connaître position angulaire initiale et vitesse angulaire initiale pour déterminer cette constante. Hein, d'accord? C'est-à-dire que les deux termes varient chacun au cours du temps, mais la somme des deux, ici, elle est constante. Alors, ça, c'est l'intégrale première du mouvement. Hein. La voilà.
Mettons quelle en est son interprétation physique. Bon, là on retrouve quoi ce terme-là? Bah, ça c'est l'énergie ici. Donc interprétation énergie cinétique de rotation du solide. Alors ça c'est quoi ce terme-là? 1/2 de cet état carré. Donc là je sais je peux pas vous poser la question, donc je pose la question, je réponds en même temps, ça vous l'aurez compris. Alors quel est ce terme? Que représente ce terme? Bah ça, rappelez-vous, 1/2 de c θ², c'est constante de torsion analogue à une constante de raideur K d'un ressort. θ², bah, serait en fait l'écart angulaire à la position d'équilibre stable θ égale à 0. En fait, ça doit vous rappeler ici l'analogue en rotation. Ça vous rappelle l'analogue en rotation d'une énergie potentielle élastique. En 1/2, ouais, en fait, vous voyez rien si gros comme bourgeois. Plus ça commence à faire noir dehors. Donc 1/2 de K L moins L0 au carré. Ça, c'est l'analogue. Système masse ressort. Et là, on a l'analogue en rotation. Où en fait, c'est l'énergie potentielle de torsion. Donc, je vais noter en toutes lettres. Voilà. Du solide S. D'accord. Énergie potentielle de torsion ici. Ça nous définit l'énergie mécanique du système. Cette énergie mécanique, elle est constante. D'accord. Voilà. Donc là, on a mis en évidence la conservation de l'énergie mécanique. Et ça, c'est bien compatible avec l'absence totale de frottement sec et fluide. D'accord. Bon. Voilà. Donc, s'il faut vraiment retenir sur cette étude du pendule torsion, hein, c'est terminé pour le pendule, cette étude du pendule de torsion. Ce qu'il faut retenir, très important, bon, le schéma du montage, a priori, il est donné. Alors, ce qui peut changer dans certains sujets de concours, même dans mes sujets de DS, j'en ai 2-3 qui s'appuient sur ce pendule de torsion. Il y en a un notamment, je vous donnerai un sujet de DS que j'ai proposé l'année dernière ou il y a 2 ans sur l'expérience qui a permis de mesurer, ici, d'estimer la constante de gravitation universelle. Ce qu'on peut faire et ce qu'on peut changer d'ailleurs, c'est non pas une barre de longueur de Z, c'est une barre de longueur L. Donc là, faites attention, vous avez ici des facteurs à 1/2 qui apparaissent. Hein. Donc là, on aura du L sur 2 le tout au carré, et là on aura L sur 2 le tout au carré. Donc faites attention, voilà, on peut changer la dimension de la barre par exemple. D'accord. Voilà. Mais ça, ça sera spécifique au sujet. Donc, c'est-à-dire que le schéma, on vous le donne, forcément, pour en déduire le moment d'inertie. Ensuite, là, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le couple de rappel proportionnel à la déformation angulaire qu'on impose, à l'écart angulaire par rapport à θ égale à 0. Analogue à la loi de Hooke, hein, pour ces masses ressort. Et après, c'est la méthode que vous connaissez, hein, appliquer le théorème du moment cinétique scalaire pour aboutir à une équation différentielle. Et le reste, vous connaissez également. Hein. Multiplier l'équation de mouvement par θ point avant d'intégrer pour mettre en évidence la conservation de l'énergie mécanique et l'intégrale première du mouvement. D'accord. Donc voilà. Voilà sur cette étude du pendule de torsion. D'accord. Donc deuxième montage à maîtriser. Après, finalement, ici, le pendule pesant. Ensuite, ce que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est dans un 4e temps, c'est l'approche énergétique. D'accord. On termine par ça. L'approche énergétique qui va permettre en fait finalement de montrer que oui, effectivement, l'énergie cinétique de rotation d'un solide, c'est 1/2 de Jθ point carré. Et surtout d'avoir un autre théorème énergétique, le théorème de la puissance cinétique, qui est en fait analogue au théorème du moment cinétique scalaire. Donc grand 4, approche énergétique du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors, on commence simplement, facilement, par faire la démonstration de retrouver l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Donc, retrouvons l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Alors, pour déterminer l'énergie cinétique d'un solide en rotation, d'accord, ce qu'il faut, évidemment, c'est rappeler le modèle. Le modèle étudié ici, d'accord, ici, somme discrète, hein, on considère un solide
constitué d'un ensemble discret de grand N points matériels situés à distance constante les uns des autres. Donc je modifie le réglage en temps réel de la caméra, d'accord, pour que ce soit un peu plus net. Là, il y a ça légèrement plus fou, d'accord. Donc on y va, on modélise. On modélise le solide ici S, indéformable. Moi, je pense que je vais allumer un petit peu la lumière en arrière-plan, on va voir si ça change quelque chose. Alors, ouais, c'est mieux, voilà. Alors, on modélise le solide S indéformable. Donc, bon, ça ira. Peut-être que je modifie légèrement ici. Alors. Ouais, cool. C'est bon. Alors, par un ensemble discret. Voilà, c'est cool, mais non, là c'est encore plus flou. Voilà. Par un ensemble discret de n points matériels. L'ensemble discret de n points matériels. Donc, je vous rappelle ces points matériels m indice i de masse petit mi. D'accord? Voilà. Donc on modélise, on rappelle le modèle du solide S homogène indéformable, un ensemble discret de n points matériels mi de masse petit mi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque point mi, parce qu'il faut savoir, ce que je vous rappelle aussi, on aura besoin, chaque point mi de masse petit mi. Alors, qu'est-ce qu'on va rappeler? On va rappeler que chaque point mi décrit une trajectoire, j'avais noté gamma i de mémoire, une trajectoire gamma i circulaire centrée sur son projeté orthogonal HI, c'est la feuille qui bouge, la feuille en dessous qui bouge, c'est pour ça. Attendez, hop, centré sur son projeté orthogonal HI, ici, donc projeté orthogonal HI pardon, sur l'axe de rotation delta, à la vitesse instantanée. Donc trajectoire circulaire centrée sur son projeté orthogonal. Ici, donc à la vitesse, ici, on a noté vitesse instantanée. Donc la vitesse instantanée, je note la vitesse du point émis dans R. C'est purement orthoradial, c'est la forme r θ point θ. Donc RI, θ point I, mais θ point I égale θ point Eθ. D'accord? RI, θ point Eθ. D'accord? Avec RI, attention le piège, c'est HI, MI, la distance à l'axe de rotation. Distance du point M à l'axe de rotation. Donc, chaque point émis décrit une trajectoire circulaire, premier point. Deuxième point, chaque point émis possède une énergie cinétique EC de MI dans R. Ça, c'est du 1,5 MV, donc 1,5 de MV carré, 1,5 de MI, V de MI carré. Donc ça nous donne 1,5 MI. On aura du RI carré, θ point carré. Voilà. Et là, bah, c'est quasiment fini, parce qu'une fois que vous avez rappelé l'énergie cinétique de chaque point MI, il suffit de sommer sur tous les points MI du solide S pour obtenir l'énergie cinétique totale du solide en rotation. Voilà, ça on note, et on aura terminé pour cette démonstration. En sommant sur tous les points MI du solide S, homogène, indéformable, en rotation autour
de l'axe fixe delta. On obtient alors qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient finalement l'énergie cinétique ici du solide S dans R. Donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est la somme sur I allant de 1 à n des énergies cinétiques de chaque point matériel. D'accord? Donc ça c'est la somme sur I de la quantité précédente, 1 demi de mi ri carré θ point carré. D'accord? Qu'est-ce qui dépend de l'indice I? C'est la masse mi et ri. D'accord? Donc ça sera 1 demi. Somme sur I allant de 1 à n des mi ri carré θ point. Là, vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez J delta, somme sur I des mi ri carré. D'accord? Donc ici, on va obtenir θ point carré, pardon, θ point carré. Donc là, on retrouve 1 demi, d'accord, de, en fait, c'est mon nombre qui gêne, 1 demi de J delta θ point carré. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de rotation, d'accord. Ça, c'est l'énergie cinétique de rotation du solide avec J delta, somme sur I des mi ri carré, moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Attention, attention. On remarque, si le solide S est en mouvement de translation, là ce n'est que la pure rotation. Si en plus on rajoute de la translation, n'oubliez pas, très important, si le solide S est en mouvement de translation, qu'elle soit rectiligne ou circulaire, alors tous les points, alors tous les points MI ont, vous le savez, la même vitesse, laquelle? Celle du centre de masse. Celle du centre de masse G. D'accord? C'est-à-dire que ici, la vitesse instantanée de chaque point MI est égale à celle du centre de masse V de G dans R. Et dans ce cas, si le solide S est en mouvement de translation, dans ce cas, l'énergie cinétique de translation, vous retrouvez une formule classique, 1 demi de mv carré, ça sera 1 demi de m, la masse du solide, ms, fois la vitesse du point G au carré. Et ça, c'est l'énergie cinétique de translation. E, c'est trans. Voilà. Voilà pour ici ce résultat, pour retrouver l'énergie ici cinétique de rotation d'un solide. D'accord? Bon. Maintenant, on aborde la partie la plus délicate, on va dire, de cette partie de cours. Sur l'aspect énergétique, il faut savoir estimer en fait la puissance d'une force extérieure appliquée en un point du solide. D'accord? Et ça, une fois que vous savez faire ça, en fait, vous saurez finalement appliquer, utiliser le théorème ici de la puissance cinétique. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième temps. D'accord? Donc à la suite ici de l'énergie cinétique d'un solide en rotation, donc je m'amuse un peu avec la caméra, ça sera ici la puissance d'une force, ici donc petit 2 ici, voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez, je m'amuse avec la caméra, donc forcément je change tous les réglages que j'ai pris le temps de bien faire, évidemment. Oh là 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 là, je m'écarte beaucoup. Alors. Ok. Donc petit 2. Puissance. Oh, c'est pire que tout à l'heure là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors. Désolé pour le petit contretemps. Bon, ça permet éventuellement de rattraper un peu le retard que vous aviez. Moi, je fais une petite pause.
Petite pause mise au point. Une petite mise au point s'impose, c'est le cas de le dire. Alors. Ouais, forcément, comme le lustre extérieur change assez rapidement là. Ouais, j'essaie de mettre devant au contraire. Alors. Bon. Alors. Là, on va essayer comme ça, on va voir. Donc, puissance. Ici, d'une force appliquée en un point du solide. Donc puissance d'une force bizarre. Une force appliquée en un point du solide, ici. Alors, je vais noter soit F extérieur I. Donc soit F extérieur I, la force, ici, extérieure, s'appliquant au point MI, de masse MI, du solide S, d'accord, en rotation, de solide S, en rotation autour de l'axe delta, d'accord, donc je replace le contexte, ici, voilà. Et là, je vais estimer la puissance de cette force. Alors, la puissance mécanique, vous savez qu'une puissance mécanique est définie par le produit scalaire. Le produit scalaire de la force par le vecteur vitesse instantanée. D'accord? Donc, on y va, on en déduit la puissance ici de cette force. Donc, la puissance de cette force vaut alors... Alors, on y va, on va noter ici P. Ici, oh, en plus, je n'ai pas tout le temps les yeux rivés sur le PC, donc des fois je me rends compte que c'est un peu plus gênant. Donc, on va noter ici. Alors, elle vaut quoi? Elle vaut P de F ext I. D'accord, donc c'est la puissance de la force extérieure appliquée sur le point émis. Par définition, c'est défini par le produit scalaire de la force par le vecteur vitesse instantanée du point MI. D'accord, vous vous rappelez? Ici, voilà. Alors, donc puissance mécanique de la force extérieure s'appliquant sur le point MI d'un solide S en rotation autour de l'axe delta, produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur vitesse instantanée. On rappelle quand même le point MI, d'accord, est repéré par ses coordonnées cylindriques. Alors, coordonnées cylindriques, RI, θ I, ZI. D'accord? Une fois que j'ai ça, je peux exprimer le produit scalaire dans la base cylindrique. Donc la puissance de la force extérieure s'appliquant sur le point émis, définie par ce produit scalaire là précédent. Alors la force extérieure, on suppose qu'elle a trois composantes. Une selon ER, une selon θ, une selon EZ. D'accord? Donc pour plus de généralité, on aura FIR, FIθ, FIZ, scalaire, le vecteur vitesse instantanée qui n'a de composantes que selon Eθ en RI, θ point. D'accord? Voilà. Le produit scalaire vous donne simplement ici FIθ fois RI θ point. Donc attention, mettez bien FIθ en indice de la force F et I en indice de R et θ point. D'accord? Alors, le θ point, ça c'est oméga, vitesse angulaire de rotation. Par contre, ça il faut pas laisser comme ça. FIθ fois RI. Alors, il ne faudra pas laisser comme ça, on va le réexprimer. Puisque finalement, ce FIθ RI, FIθ fois RI, c'est homogène Newton-mètre. Newton-mètre, on l'a vu, ça c'est un couple ou un moment scalaire. Donc, en effet, donc ça, pour montrer que c'est le moment scalaire de la force par rapport à delta, ce que ce l'est réellement, il faut calculer. Il faut calculer le moment de cette force par rapport à l'axe delta. D'accord? Donc on y va, ici, on va évaluer
Alors, je reprends ici, là-haut, le moment de cette force extérieure s'appliquant sur le point émis par rapport au point fixe O. Ce moment, on voit alors, c'est un moment qui est vectoriel. Donc le moment par rapport au point O. Donc ça, par définition, on l'évalue par rapport au point O. La force s'applique au point émis, vectoriel. La force extérieure s'appliquant au point émis. On y va, c'est parti, vecteur position. OMI égale RIER. Ne mettez surtout pas, s'il vous plaît, de θ I E θ pour le vecteur position OMI en cylindrique. D'accord? Donc pas de composante orthoradiale. La composante selon Z, on aura ici ZI. Vectoriel, la force, on aura toujours ici FIR, FIθ, FIZ, trois composantes. Alors oui, j'ai pas mis le F extérieur I, je mets simplement le I de force s'appliquant au point émis, sa force extérieure. Composante radiale, orthoradiale et selon l'axe Z. Alors, on y va. Composante selon R du produit vectoriel, je barre cette ligne-là, j'effectue le produit, on aura moins ZI FIθ. Ok. Composante selon Eθ, j'abaisse ici d'un cran, RI FIR. On aura ZI FIR, ZI FIR moins RI FIZ. Composante selon Z, selon l'axe du produit vectoriel, on aura RI FIθ. Voilà, bah ça c'est bon, c'est tout bon ça. RI FIθ, c'est ce que l'on cherche. Bon voilà. En fait, RI FIθ, c'est le moment de la force extérieure s'appliquant au point émis évalué au point fixe O, projeté, ce moment vectoriel projeté sur l'axe delta. Donc on en déduit alors. Ce qui m'intéresse, c'est d'en déduire. On en déduit alors le moment de cette force. Par rapport à l'axe de rotation delta. Par rapport à l'axe de rotation delta. Bon, pourquoi? Puisque le M delta de Fxi, d'accord, moment scalaire, c'est le moment vectoriel de cette même force, scalaire au delta c'est EZ. Donc ça donne RI FIθ. Et ça, on va reporter dans l'expression précédente de cette force. J'ai pas numéroté l'équation. Bon, c'est pas grave. Donc je note où on reporte dans ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, la démo, d'accord, on l'a faite ensemble. Hein, ça ferait l'objet d'une bonne question de cours en colle, hein, mais il n'y a pas de colle, d'accord? Il n'y en aura pas, forcément, d'ici les semaines à venir. Bon, là, on en déduit la puissance. Voilà, en rouge, ça passe. La puissance d'une force extérieure s'appliquant au point MI, d'accord, on vient de montrer que c'est le produit du moment scalaire par θ point, ou par oméga. Donc, autrement dit, c'est le produit du moment scalaire de la force extérieure s'appliquant au point MI fois oméga. Alors ça, je conseille vivement de le connaître par cœur, hein, tout comme L delta égale J delta θ point, ou le TMC scalaire, à connaître. Et ça, faut bien comprendre ce que ça représente. Ça, c'est la puissance. D'accord? Donc là, vous êtes capable de calculer, d'estimer la puissance ici d'une force extérieure. Une force extérieure. Notez Fxi. Donc puissance d'une force extérieure. Appliquée en un point. Appliquée
en un point MI du solide. Donc appliqué en un point MI du solide en rotation autour de l'axe delta à la vitesse angulaire oméga. D'accord? Voilà. Alors, en remarque qui en fait sont très importantes. Donc en remarque. Alors, ici, remarque est très importante. Le solide peut être également soumis à un couple extérieur. Il faut être capable d'estimer la puissance du couple extérieur qui s'applique ici sur le solide S. Donc, il faut être capable d'exprimer la puissance liée à un couple. D'accord? Là, vous savez exprimer la puissance liée à une force extérieure. D'accord? Il faut également être capable ici d'exprimer la puissance d'un couple appliqué. D'accord? Donc, on y va. Première remarque. Si le solide... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vous parle, mais je manipule encore une fois la caméra. Voilà. Si le solide, ici, S, est soumis à un couple extérieur, donc là, notion de couple extérieur. Alors, ce couple extérieur, gamma, notation vectorielle, égale gamma selon E delta. Donc gamma, c'est une grandeur algébrique, positif pour un couple moteur, négatif pour un couple résistant. Alors, la puissance de ce couple vaut, alors que vaut la puissance de ce couple par analogie, la puissance P d'un couple gamma ici, elle vaut, un couple est homogène à un moment scalaire, donc ce sera le couple gamma fois θ point. Donc c'est gamma fois oméga. D'accord? Ça pareil, à connaître, tout aussi important que ce que j'ai mis au-dessus. La puissance d'un couple extérieur appliqué ici au solide S en rotation autour de delta. Donc également à connaître. Deuxième remarque, on peut vous demander d'estimer le travail de la force extérieure s'appliquant en un point émis. Donc on peut vous demander d'estimer le travail de la force extérieure, ici, appliquée en un point émis du U solide, des U solide, d'accord, le travail de la force. Alors le travail de la force, on va l'estimer, ce sera le travail, par exemple, menant entre deux points, M1 et M2, de cette force. Donc, travail entre M1 et M2. Et ça, c'est, on a vu en mécanique du point énergique du point matériel, le travail total, c'est la somme des contributions de tous les travaux élémentaires. Donc, c'est une somme continue. Somme continue, de tous les travaux élémentaires liés à la force extérieure s'appliquant au point émis. Par addition d'un travail total. Encore, c'est la relation entre un travail total, entre deux points M2, et les travaux élémentaires. D'accord, on fait une somme qui est non pas discrète, mais qui est continue. Sauf qu'un travail élémentaire, c'est le produit de PDT. Donc ça, on va le réécrire. Entre deux points M et M2, delta W, c'est P, la puissance de cette force, dt. Pour ça que là, j'aurais pu changer mes bornes d'intégration, d'accord, ici. Ce qui va changer par rapport à un solide en rotation, c'est la puissance de la force extérieure s'appliquant en un point émis. Ça, la puissance de la force extérieure s'appliquant en émis, c'est M delta fois θ point. Donc là, ça sera ici directement, voilà, l'intégrale entre M1 et M2 de M delta θ point, j'oublie pas le dt. D'accord? Donc dt il est là. Donc je rappelle que P, la puissance d'une force extérieure s'appliquant en point émis, c'est le produit du moment scalaire de cette force fois la vitesse angulaire de rotation.
avec, ici, en fait, il apparaît le produit θ.dt. Bah, θ.dt, ça c'est homogène ici à un angle élémentaire, à un dθ. En fait, on rappelle que θ point, bah, θ point, c'est dθ sur dt. Donc, le produit θ.dt, θ.dt, c'est dθ. D'où le travail entre M1 et M2, la force extérieure s'appliquant en point émis, d'accord, ça sera l'intégrale ici de m delta de la force dθ. Ça c'est un dθ, pardon. D'accord. Voilà. Donc voilà pour cette remarque concernant le travail de la force Fi appliquée en un point émis du solide. D'accord. Connaissant la puissance de la force qui s'applique. D'accord. Donc ça, il faut savoir l'estimer également. Ok. Voilà. Voilà pour cette partie, la partie la plus délicate, on va dire, ici sur l'énergie. D'accord. Maintenant qu'on a ça, on peut ici mettre en évidence ce théorème de la puissance cinétique. D'accord, pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc c'est le troisième et dernier temps de ce chapitre. Alors je cherche une feuille. J'en ai usé pas mal déjà depuis. Alors, ça ira. Donc on y va. La suite. Donc ce sera le petit 3. Petit 3, j'essaie d'écrire un peu plus grand. Voilà, donc petit 3. Théorème. Je travaille dans le noir ici. Théorème de la puissance cinétique. Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation. Ici. Pour un solide en rotation. Oui, maintenant c'est beaucoup mieux. Si je m'écarte maintenant, voilà. Autour. Voilà. Je pense que dehors il fait suffisamment noir pour que voilà, là la lumière, voilà, ça ira. Il n'y aura plus de. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Autour, voilà, d'un axe fixe. Petit 3. Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. On y va, c'est parti pour la... On peut faire la démonstration ensemble, ici, démonstration. D'accord. Elle n'est pas compliquée, puis elle est assez sympa dans la mesure où elle met en évidence le lien entre le théorème de la puissance cinétique et le théorème du moment cinétique scalaire. Alors, on va rappeler quelque chose. Le théorème de la puissance cinétique, on va ici partir de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique de rotation du solide, c'est quoi? C'est 1/2 de J θ point carré. D'accord? Une fois qu'on a l'énergie cinétique, on en déduit sa dérivée temporelle. Moi, je veux exprimer la dérivée temporelle de l'énergie cinétique dans le théorème de la puissance cinétique. D'accord? Dans le référentiel R supposé galiléen. Donc, si on dérive par rapport au temps, U puissance n, n U', un pour θ point carré, on va retrouver le classique J delta, θ point, point. D'accord? Bon, là vous devez reconnaître quelque chose. J delta, θ point, ici, d'accord? Donc ça sera mon équation 1, équation support. On rappelle ceci, on rappelle également l'énoncé du TMC ici scalaire. L'énoncé du TMC scalaire va permettre de exprimer ce J delta θ point. Donc J delta θ point, c'est quoi? Ça sera somme sur I. Rappelez-vous des M delta Fi. D'accord? Que l'on reporte. Dans l'équation 1. Et si on reporte dans l'équation 1, on obtient dans le membre de droite, si on obtient dans le membre de droite, on obtient simplement somme sur I des M delta fois, on n'oublie pas le θ point central. Voilà, θ point qui apparaît ici. Et là, vous reconnaissez ici M delta
m delta fois θ point. Donc le m delta Fi fois θ point, c'est la puissance de la force Fi, hein, d'accord, puissance de la force extérieure s'appliquant au point Mi. Donc là, vous reconnaissez le P, la puissance de la force extérieure. D'accord? Donc là, ici, ok, énoncé, on énonce directement. Donc énoncé du théorème de la puissance cinétique. Alors l'énoncé vous dit quoi? Vous dit finalement que la dérivée temporelle d'énergie cinétique. Alors attention, c'est oui, énergie cinétique, c'est énergie cinétique de rotation, hein, évidemment. D'accord? Ça, c'est la somme sur I, d'accord? Allant de 1 à n par exemple, des puissances des forces extérieures s'appliquant sur les points émis. Donc ça, on a vu somme sur I allant de 1 à n des m delta fxi fois θ point. D'accord? Donc ce théorème ici, voilà, je l'encadre. Donc je répète, dérivée temporelle, ici, de l'énergie cinétique de rotation, somme sur I allant de 1 à n des puissances des forces extérieures est égale à la somme sur I des moments scalaires fois θ point. D'accord? Donc pareil ici à connaître. À connaître. Et on remarque le lien très étroit entre le théorème de la puissance cinétique et le théorème du moment cinétique scalaire. Le lien, il est là, hein, ici. Hein. Le TMC scalaire intervient dans la démonstration du théorème de la puissance cinétique. Hein. C'est-à-dire que là, finalement, là, voilà, ici. Hein. Il suffit de multiplier par θ point. Voilà, multiplier par θ point. D'accord? Ici, on va le voir après. Hein. Multiplier par θ point va permettre de retrouver, hein, ici, passer simplement du théorème du moment cinétique scalaire au théorème de la puissance cinétique. Donc ce sera à vous de voir quel théorème vous allez utiliser. Vous n'avez pas utilisé les deux théorèmes. Hein. Vous utilisez le théorème qui vous paraît être le plus simple et le plus rapide d'utilisation. D'accord? La difficulté du théorème de la puissance cinétique, c'est le calcul des puissances, des forces extérieures, puisque c'est le produit des moments scalaires fois la vitesse angulaire de rotation. D'accord? Ouais, ça c'est bien, mais dans le cas général, on va rajouter des couples extérieurs. D'accord? Donc on va le noter. Dans le cas général, ici, où le solide S est soumis alors, à des forces extérieures, donc les forces extérieures F, X, I, et à des couples extérieurs jaunissés par J, d'accord, gamma J. Pareil, je peux me prendre une notation vectorielle pour les couples, gamma J. Donc, dans le cas général où le solide S en rotation autour delta est soumis à des forces extérieures, c'est ce qu'on a pris pour l'instant hein, comme référence, et on rajoute des couples extérieurs, bah, c'est une formation que je préfère, qui est un peu plus complète. Cette fois-ci, la dérivée temporelle d'énergie cinétique de rotation. Alors là, j'ai simplement indicé par I, somme sur I des puissances des forces extérieures, plus somme sur J des puissances des couples gamma J. D'accord? Donc ça pareil, voilà, je vais encadrer. Noter à connaître. D'accord? À connaître, d'accord, où il fait apparaître la somme des puissances des forces extérieures et la somme ici des puissances des couples extérieurs, gamma J, comme j'ai noté ici. Bon. Remarque avant de passer à des applications. L'application, bon, je vous montre peut-être de la ternie parce que là ça devient un peu limite. Hein. Visibilité à la caméra, j'arrête pas de toucher la caméra depuis tout à l'heure, donc ça ne va pas en s'arrangeant. Alors, ne pas confondre. Alors, ne pas confondre ici le théorème de la puissance mécanique avec le théorème de la puissance cinétique. Donc ne pas confondre avec le théorème de la puissance mécanique. Alors, que dit ce théorème de la puissance mécanique? Ben, il vous dit que, bon, j'ai pu mettre de rouge, je crois, que la dérivée d'énergie mécanique, dérivée temporelle,
Bah ça sera quoi? Ça sera la somme sur I, d'accord? De quoi? Bah des forces, d'accord? Et des couples non conservatifs. Donc ce que je vais juste rajouter, c'est FNC, I, plus somme sur J, puissance des couples non conservatifs. D'accord? Je vous rappelle, en mécanique du point, seules les forces non conservatives font varier l'énergie mécanique. Donc là, pareil, on garde le caractère non conservatif. D'accord? Et deuxième, ne pas confondre. Ne pas confondre. D'accord? Ici. Les théorèmes de la puissance mécanique et cinétique pour un solide en translation et en rotation. D'accord? Rotation, c'est ce qu'on vient de voir. D'accord? Bon. Et je termine par une application ici. D'accord? Type interro. D'accord? Donc je laisse le temps de reprendre ça, pardon, peut-être accélérer. Des fois je me rends pas compte, des fois j'accélère. D'accord? Voilà. Bon. On va terminer par une application dans un dernier temps. On va reprendre ici, à retrouver, grâce au théorème de la puissance cinétique, l'équation différentielle non linéaire du pendule pesant qui sera soumis à un couple résistant. D'accord? Voilà. Oups, une fois qu'il vient de passer. Alors, on y va. Petit c. Application. Alors, application, retrouver. Alors là, j'impose, pardon, grâce au théorème de la puissance cinétique. Donc notre application type interro. Retrouver grâce au théorème de la puissance cinétique l'équation différentielle non linéaire d'ordre 2 du pendule pesant, ici, soumis à un couple résistant. Donc là, on va prendre un couple résistant, ici, voilà. D'ailleurs, je l'avais pris, je regarde, le sujet d'interro. Alors, ouais, je l'ai ici, c'est un sujet ici, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, ici, donc couple résistant, on va noter, c'est ce que j'ai vérifié, hein. Donc ici, gamma R en moins alpha θ point, avec alpha strictement positif. Donc là, liaison pivot non parfaite. D'accord? Voilà. Couple résistant, c'est pénible. Moins alpha θ point avec alpha strictement positif pour une liaison pivot non parfaite. D'accord? Alors, je ne vais pas refaire le schéma du montage, hein, d'accord? Ici, vous l'avez dans le cours, hein, je l'ai également ici avec moi. Ce qu'il faut directement pour une telle interro, bon, c'est être rapide, et surtout, voilà, dans le bilan d'action mécanique, à chaque fois, préciser la puissance, d'accord? Du poids, ici, de la liaison pivot non parfaite, donc puissance du couple résistant, d'accord? Et appliquer le théorème de la puissance cinétique. D'accord? Bien. On y va ensemble? Allez, tout doucement, on termine par ça. Donc ça, je peux ranger. Donc le système. Voilà. Donc pareil, hein, ça sera le solide S. Ici, donc homogène indéformable.
homogène indéformable en rotation autour de l'axe fixe delta. Le référentiel d'étude terrestre supposé galiléen. Dans le bilan des actions mécaniques extérieures, donc là pareil, je ne refais pas le schéma, d'accord? Je ne refais pas le schéma, d'accord? On va gagner un peu de temps. Ok. Ici, le poids. Pareil, s'applique au centre de masse G. De moments résultants, j'ai pas marqué et je vais, parce qu'en fait j'ai calculé et de puissance, d'accord? Donc virgule, de moments résultants par rapport à l'axe delta. Donc là pareil, on reprenait le cours correspondant, d'accord? Donc le cours de la veille finalement. Donc m delta du poids, rappelez-vous, moins AMG sin θ. AMG, AMG, tiens, A, voilà, AMG, sinus θ, moins AMG sinus θ, ok. Et là, ce que je vais faire, en plus de... Donc là, on s'arrêtait là, hein, pour une simple utilisation du théorème du moment cinétique scalaire, vous vous arrêtez là. Par contre, pour une utilisation du théorème de la puissance cinétique, là, ce que vous devez faire, c'est de rajouter et de puissance. Voilà. Là, vous rajoutez ici, voilà, et de puissance ici instantanée. Oui, j'ai pas dit c'est une puissance instantanée. Hein, qui va à un instant T, c'est pas une puissance moyenne, c'est une puissance instantanée. Puissance instantanée ici. Donc la puissance P du poids P. Waouh. Donc là, c'est le moment du poids, moment scalaire du poids, fois θ point. Ça nous donne moins AMG, θ point, sinus θ. Moins AMG, θ point, sinus θ. D'accord? Ensuite, couple résistant. Couple résistant. Gamma R, hein, c'est ça? J'avais une notation vectorielle ou pas? Bon, après, je laisse une notation blanche, le temps que je l'ai mise. D'accord? Un couple résistant, liaison pivot. D'accord? De puissance, pareil, instantané. Donc la puissance instantanée. On y va, pareil. Donc ça c'est puissance du couple. Gamma R. Puissance de couple gamma R. Moins alpha θ point fois θ point. Moins alpha θ point carré. Donc moins alpha. D'accord? Θ point carré. Voilà. Ok. Là on a tout. D'accord? Frottement fluide négligeable. Donc théorème de la puissance cinétique. D'accord? On va l'énoncer sous sa forme générale. Dérivée temporelle de l'énergie cinétique de rotation du solide S. Somme sur I des puissances des forces extérieures. Plus somme sur J des puissances des couples extérieurs gamma J. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le membre de droite, on connaît. On connaît la puissance ici du poids et la puissance du couple résistant lié à une liaison pivot non parfaite. Pivot. P-I-V-O-T. Là, par contre, il faut quand même expliciter le membre de gauche. Ouais, donc là, une petite étape supplémentaire. Il faut dériver par rapport au temps. 1 demi de J delta θ point carré. À droite, moins AMG θ point sinus θ. Et également moins alpha θ point carré. Bon. Ça, classique. Hein. Dérivée temporelle 1 demi de J delta θ point point.
égale moins AMG θ point sinus θ moins alpha θ point carré. D'accord? On factorise par θ point différent de 0. Donc on écarte la solution. Où la vitesse angulaire est nulle à tout instant. D'accord? On est immobile. Et là on aboutit à quoi? Regardez, je vais le mettre en... Non, pas mettre en rouge. Je vais mettre J delta. Θ point point. Donc on simplifie par θ point. Égale moins AMG. Sinus θ moins alpha θ point. Bah ça c'est quoi ça? C'est le thème scalaire. Donc vous voyez ici l'application qui était imposée. Hein. Vous avez le choix, vous choisissez. Moi je choisirais ici le thème scalaire. Là c'était imposé, hein, d'accord? Dans le interro, j'avais imposé ici le passage par le théorème de la puissance cinétique. Vous voyez qu'il quand même prend 2 lignes de calcul supplémentaires et surtout quelque chose que vous oublierez très très vite, c'est la puissance de la force extérieure impliquée en un point MI et la puissance d'un couple extérieur. Ça vous allez très rapidement l'oublier, d'accord? C'est pratiquement terminé. Pourquoi? Je divise par J delta non nul, les deux membres de l'équation. On aura θ point point plus alpha sur J delta θ point. Ok, plus le terme AMG sur J delta sinus θ égale à 0. Voilà. Et là, grand classique. Vous posez, rappelez-vous vos bons souvenirs d'ELEC, régime transitoire d'ordre 2, d'accord, les réponses indicielles. Vous posez oméga 0 sur Q, le coefficient devant la dérivée d'ordre 1, devant le terme d'amortissement. Ça vous définit Q, le facteur de qualité, oméga 0, J delta sur alpha. Facteur de qualité. Et vous posez oméga 0 carré, le terme en AMG sur J delta. Oméga 0. Pulsation propre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Rappelez-vous, pour de faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable θ ec égale à 0. Donc faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable. Ici, l'équivalent sinus θ équivalent θ est assuré. D'accord? On retrouve l'équation différentielle linéaire d'ordre 2. Caractéristique d'un oscillateur harmonique. Amorti. Je pense à amorti, une marque harmonique. D'accord? D'un oscillateur amorti. D'un oscillateur même mécanique, voilà. Amorti. De quelle forme? Bah de la forme en θ point point. Plus oméga 0 sur Q θ point. Ça c'est un Q, ça c'est un θ. On dirait pas, hein, ça se ressemble. Plus oméga 0 carré sinus θ égale à 0. Oméga 0, oh pardon, je l'ai sauté θ. Oh là là. J'ai plus de vidéo ce soir, moi. Plus oméga 0 carré θ, voilà, égale à 0. D'accord? Voilà. On a linéarisé. Je rappelle, on a linéarisé ici. D'accord? Donc on trouve cette équation. Vous savez résoudre. Hein. Vous posez l'équation caractéristique. Donc R carré plus oméga 0 sur QR plus oméga 0 carré égale à 0. Discriminant delta égale P carré moins 4AC. Le signe de delta vous renseigne sur la nature du régime transitoire, pseudo-périodique, apériodique ou critique. D'accord? Voilà. Voilà pour cette partie courte. Désolé pour les nombreuses périodes de flou. Il semblerait, un accord là, je pense que j'ai dû composer avec la faible luminosité à l'extérieur et voilà la clarté de la chambre qui n'est pas si optimale que ça. Donc voilà. Donc laisse le temps hein, de ce long week-end de 3 jours pour visionner cette vidéo hein, de cours. D'accord, on a presque terminé ce chapitre. Je vous donne également la fiche de TD correspondante pour commencer les exos, notamment les exos 1, 2, 3 et 4. D'accord? Voilà. Donc je note tout ça par écrit hein, sous Discord pour garder une trace. Voilà pour moi.
Je veux dire bonne soirée, bonne nuit, non, pas encore. Pour vous, d'accord, ça sera ce week-end. Vous allez regarder ces vidéos. Allez, voilà, c'est bon pour moi. À bientôt. Au revoir.